Ces dernières semaines, la dérive autoritaire du pouvoir ne semble plus avoir de limites. Elle est même dénoncée à l'international. Frankreich kommt einfach nicht zur Ruhe. Tonight, fires across France. One protester telling us this is a war. The government's agreed to dialogue, but not any kind of dialogue about doing a U-turn on the policy. That, they say, is simply not going to happen. On peut ici citer les menaces à peine voilées de Gérald Darmanin envers la Ligue des droits de l'homme. Je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement, je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. La procédure de dissolution du mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre, la dénonciation d'un terrorisme intellectuel d'extrême gauche. Et en même temps, nous assistons à aucune réelle remise en question de la stratégie de maintien de l'ordre de la part du gouvernement. Une stratégie pourtant pointée du doigt par de plus en plus d'organisations. Si être terroriste intellectuel, c'est mettre des doutes sur la politique de maintien de l'ordre en France, alors à ce moment-là, l'ONU et le Conseil de l'Europe sont aussi des terroristes intellectuels, puisque eux-mêmes parlent d'un usage excessif de la force. Du fait des violences policières, aujourd'hui, un Français sur deux dit avoir peur d'aller manifester et d'être victime de violences. Tout ceci sans compter les interpellations abusives et les détentions arbitraires. Alors, sommes-nous en train d'assister à un musellement de toute forme de contestation, à une criminalisation des opposants politiques et militants écologistes? En quoi la justice participe-t-elle à cette répression? Et comment inverser la tendance? Réponse tout de suite dans ce nouvel entretien Blast avec l'avocat Raphaël Kempf. Raphaël Kempf, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci à vous. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris, engagé dans la défense des libertés publiques. Vous défendez les manifestants et activistes, comme par exemple les manifestants des Gilets jaunes, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ou les militants antinucléaires de Bure. Vous défendez aussi des personnes accusées de terrorisme. Et vous êtes auteur de Ennemis d'État, publié à la Fabrique en 2019, et plus récemment, Violence judiciaire, la justice et la répression de l'action politique, publié en septembre 2022 aux éditions La Découverte. Première question pour rentrer doucement dans le sujet en quelque sorte. Comment est-ce que vous percevez la situation que l'on vit actuellement en tant qu'avocat? C'est une situation qui est dangereuse et inquiétante, de façon incontestable, parce que depuis plusieurs années, on voit la manière dont l'autorité judiciaire peut être instrumentalisée, notamment les procureurs de la République, utilisée par le pouvoir politique aux fins de répression d'une dissidence politique, d'une opposition politique avec laquelle le gouvernement n'est pas en accord. Donc, lorsqu'on est avocat et qu'on est attaché à l'idée des libertés fondamentales, d'un débat judiciaire qui soit serein, dénué des contingences politiques, eh bien, lorsqu'on examine avec précision la situation de la manière dont la justice réagit à la question de l'opposition politique, eh bien, on ne peut qu'être inquiet. Alors, on a de nombreuses organisations qui, depuis plusieurs semaines, dénoncent la politique du maintien de l'ordre à la française, les violences policières qui en résultent. Mais justement, ce que vous dites, vous, c'est que ce n'est pas le seul problème, qu'il y a aussi des violences judiciaires et que la justice pénale conforte aujourd'hui la politique de maintien de l'ordre. En quoi est-ce que, justement, la justice pénale est devenue un outil politique du maintien de l'ordre? Alors, je dirais, avant la justice pénale, je dirais le parquet. Les procureurs de la République qui sont chargés de l'accusation dans ce pays et qui ne sont pas des magistrats indépendants, contrairement aux juges qui jugent. Dans le livre qui a été publié il y a quelques mois, je faisais déjà état des détentions arbitraires qui avaient pu avoir lieu dans un certain nombre de manifestations, notamment des Gilets jaunes, mais pas que, où un grand nombre de personnes, parfois plusieurs centaines de personnes, sont interpellées de façon préventive avant même qu'elles n'arrivent dans les manifestations, sur la base d'un article du Code pénal qui a été créé en 2010, qui permet de sanctionner, on va dire, l'intention de commettre quelque chose, l'intention de commettre des violences ou des dégradations à l'avenir, mais non pas le fait d'en avoir commis précisément. Je ne sais pas si vous voyez... Oui, il y a eu plusieurs histoires, par exemple, de Gilets jaunes dont on fouillait, par exemple, le coffre de leur voiture qui venait à Paris pour manifester, et sous prétexte qu'ils avaient, par exemple, des lunettes de piscine ou autres, on allait, par exemple, les arrêter. Ça, c'est un grand classique. C'est-à-dire que pendant le mouvement des Gilets jaunes, un grand nombre de personnes ont été interpellées, soit sur des autoroutes à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, alors qu'ils étaient en route pour Paris, comme je le raconte dans le livre, avec le cas de 3 Gilets jaunes qui venaient de Bretagne, qui sont interpellés parce qu'ils prennent l'autoroute A13 en direction de Paris, ils sont interpellés vers Lisieux. Alors, je ne sais pas si on voit un peu ce que c'est entre Lisieux et Deauville, à peu près, il y a un péage d'autoroute. Et donc, c'est quand même intéressant. Je peux peut-être vous raconter ce qui s'est passé de façon un peu précise ce jour-là, parce que c'est très révélateur d'une logique gouvernementale, policière
et judiciaire. C'est-à-dire, il y a 3 strates. Il y a une strate politique, à l'époque, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, membre du gouvernement, qui dit au procureur de la République, qui leur donne finalement des instructions par voie d'un document qui est écrit, une lettre que nous avons lue, que nous connaissons. Et elle dit au procureur, je vous demande, sur la base d'une loi antiterroriste de 2001, d'autoriser les policiers ou les gendarmes à contrôler les personnes sans avoir à donner de raison et à fouiller leur sac, voire leur coffre de voiture. Et donc, on a cette situation-là, qui est une situation politique, un choix politique, recours à une loi antiterroriste, demande d'interpellation, de contrôle préventif. Et sur le terrain, dans plein de juridictions en France, on a mis en œuvre de façon assez servile, je dois le dire, ces instructions gouvernementales. Et donc, je l'ai vu de manière très concrète à Lisieux, où il y a un tribunal. Et donc, à Lisieux, le procureur de la République a autorisé un commandant de gendarmerie locale à contrôler les voitures qui passent par la gare de péage qui se trouve entre Lisieux et Deauville, sur l'autoroute A13. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en temps normal, dans ce pays, contrairement à une idée reçue, la police n'a pas le droit de vous contrôler. Sauf certaines situations, comme par exemple le fait que vous soyez en train de commettre une infraction. Si la police vous voit dans la rue en train de commettre un délit pénal, eh bien la police peut vous contrôler et vous arrêter. Mais normalement, elle n'a pas le droit de le faire. Et donc on a des lois comme cette loi antiterroriste qui permet, alors même que la personne ne fait rien, de la contrôler. C'est ce qu'on appelle les contrôles préventifs. Voilà donc, en décembre 2018, 3 gilets jaunes qui sont réunis en covoiturage. Ils se sont arrêtés chez les uns, chez les autres pour partager le trajet pour aller à la manifestation un samedi. Je crois que c'était l'acte 3, en décembre 2018. Et qui se font contrôler donc à la gare de péage. Contrôle gouvernemental, judiciaire, puis policier. Enfin, plus exactement, gendarmique, si on veut être précis. Et donc, dans la voiture, on va trouver de l'outillage. Donc, le conducteur, il avait plein d'outils, mais comme plein de Français ont des outils dans leur coffre de voiture. Voilà, dans une boîte à outils, etc. Ils avaient des outils de protection pour la manif et des ballons et un peu de peinture jaune. Bon, voilà. Rien d'illégal. Et pourtant, placement en garde à vue, convocation devant le tribunal. Voilà une situation un peu précise qui montre comment la conjonction de 3 acteurs permet d'empêcher préventivement des gens de manifester et d'avoir des détentions arbitraires. Et donc, si on veut parler de détentions arbitraires, on a eu le cas à de nombreuses reprises pendant les Gilets jaunes et on a eu le cas dans la situation actuelle. Oui, à nouveau depuis l'usage du 49.3. Voilà. Depuis le jeudi 16 mars, le recours au 49.3, il y a eu notamment à la capitale des manifestations spontanées, dont on rappelle qu'elles ne sont pas illégales, contrairement au vocable utilisé notamment par le ministre de l'Intérieur, qui dit que ces manifestations étaient illicites. Non, c'est faux. Elles n'étaient pas déclarées, mais cela n'est pas interdit de participer à une manifestation non déclarée, d'un point de vue juridique. Et donc, au cours de la période récente, là, depuis un mois, nous avons vu des interpellations arbitraires par centaines. Et c'est extrêmement frappant de constater que les policiers à Paris, je parle de Paris parce que c'est là où je travaille et c'est ce que j'ai pu constater dans les dossiers, c'est très frappant de voir qu'à Paris, les policiers ont interpellé n'importe comment, de façon arbitraire, à tort et à travers. Et nous avons vu des personnes interpellées. Quand je dis nous avons vu, c'est parce que je l'ai vu sur les dossiers, dans les dossiers, en lisant les fiches d'interpellation. Je suis arrivé, on m'a dit que dans la procédure, il n'y avait absolument rien qui tenait et qu'on allait directement sortir le lendemain. Ils nous ont fait vraiment entendre que c'était pour faire du chiffre, que ça les embêtait parce que on crée un embouteillage en quelque sorte dans les commissariats. Et j'ai pu voir des policiers de ce pays interpeller à Paris des gens parce qu'ils étaient de type nord-africain et vêtus de noir. Ça, ce sont des choses que j'ai lues dans des procès-verbaux où des policiers l'écrivent. L'exemple que je donne en question est quelqu'un qui ne participait pas à la manifestation. Oui. Mais aussi pour des personnes qui participaient à la manifestation, il y a pu y avoir des personnes qui étaient interpellées parce qu'elles étaient soi-disant à proximité d'un lieu où des dégradations avaient pu être commises. On parle en général de feux de poubelle, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais le fait d'être à proximité d'eux, parfois ça peut être plusieurs dizaines de mètres, ne justifie pas juridiquement une interpellation. Donc nous, avec le collectif d'avocats et avocates avec qui nous avons déposé plus de 100 plaintes pour détention arbitraire, nous affirmons que ces interpellations, ces détentions sont illégales
et que le préfet de police est en l'illégalité. Et d'ailleurs, il y a un discours du préfet de police, Laurent Nunez, qu'il faut absolument combattre, parce que voilà un homme qui a un pouvoir absolument considérable dans la République. Je veux dire, il a autorité sur des milliers de fonctionnaires de police, il a autorité pour maintenir l'ordre dans la capitale. Voilà un homme qui affirme dans les médias qu'il n'y a pas eu d'interpellation arbitraire. Pardon, mais il n'y a pas d'interpellation injustifiée. Moi, je ne peux pas laisser dire ça. Je parle au nom des fonctionnaires de police, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui travaillent sous mon autorité. Il n'y a pas d'interpellation injustifiée. Et nous disons que c'est faux. Et cet homme a décidé, à l'issue d'une dizaine de jours de manifestations spontanées, d'interdire par voie d'arrêté qu'il a pris toute manifestation spontanée qui aurait pu avoir lieu à l'avenir. Et lorsqu'il dit cela, il dit « je le fais parce qu'il y a eu depuis 10 jours plus de 900 interpellations ». Donc il revendique des interpellations que nous considérons comme étant illégales pour pouvoir interdire à l'avenir d'autres manifestations. Ouais, donc ça est même dans une politique du chiffre qui peut paraître quand même assez absurde pour donner l'impression que quelque chose est fait pour rassurer. Qu'est-ce que vous espérez justement de cette centaine de plaintes que vous avez déposées avec un collectif d'avocats ? Nous espérons quelque chose de très simple. Le droit et la justice. C'est pas grand-chose, mais il faut savoir que dans ce pays, par exemple, si vous êtes emprisonné avant votre procès, pendant 1 mois, 2 mois, parfois plusieurs années, comme ça peut arriver, et qu'à la fin, vous êtes reconnu innocent des faits qu'on vous a reprochés, eh bien, l'État, la justice, a commis une faute en vous emprisonnant à tort. Et vous avez le droit de faire condamner l'État pour obtenir en justice une réparation. C'est une réparation financière, indemnisant, par exemple, les salaires que vous n'avez pas perçus parce que vous étiez détenu, et plein d'autres choses. Mais aussi une reconnaissance d'une certaine manière morale, qui est de dire l'État a fauté. Nous souhaitons la même chose pour les gardes à vue. C'est-à-dire que la garde à vue est devenue un outil banal et quotidien de gestion des illégalismes, pour parler comme Michel Foucault, mais aussi de gestion de maintien de l'ordre. Et cette situation, nous ne l'acceptons pas parce que ça nous dérange politiquement, ce qui est le cas, mais surtout parce que, comme avocats, nous considérons que les conditions légales prévues par la loi pour permettre de priver ces personnes de liberté ne sont pas réunies. Et la seule chose que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir une sanction à cette illégalité-là. Et c'est extrêmement difficile, c'est comme pour les violences policières. Les violences policières existent, c'est incontestable. La violence de la police peut parfois être légitime, mais ça reste, à la base, une violence. Et il est extrêmement difficile d'obtenir justice lorsque l'État ou ses agents commettent des fautes, commettent des infractions pénales. Et nous espérons, avec ces plus de 100 plaintes, faire bouger les choses, obtenir des enquêtes pour établir que ces interpellations ont été arbitraires et rendre responsables les personnes qui ont permis ces détentions arbitraires. Oui, et pourquoi, par exemple, lors du rassemblement à Concorde, il y a eu 292 personnes qui ont été arrêtées et qu'au final, il y en a 283 où ça a donné lieu à un classement sans suite. Et on peut aussi se poser la question sur l'impact que peuvent avoir aussi ces violences policières, ces interpellations abusives sur aussi la volonté d'aller manifester. C'est-à-dire que là, il y a un sondage qui est sorti récemment qui dit qu'1 Français sur 2 a peur d'aller manifester. Vous le dites dans votre livre que la justice est devenue de plus en plus sévère avec les opposants politiques. Comment est-ce que ça se traduit concrètement pour vous ? Et depuis quand est-ce que vous observez cette évolution-là ? Parce que vous avez parlé des Gilets jaunes, mais est-ce que vous l'observez depuis plus longtemps encore ? La technique consistant à interpeller des centaines de manifestants au cours des manifestations pour les écarter de la manifestation, et cette technique est une technique policière validée par la justice. Plus exactement, validée par le procureur de la République. C'est en ça que je parle de violence judiciaire. Cette technique-là, on en trouve des traces, par exemple, dans les années 70. Après mai 68, il y avait des manifestations très récurrentes et il y avait cette pratique du préfet de police consistant à interpeller préventivement des centaines de manifestants. Nous avons vu un retour un peu de cette technique-là, pour l'essentiel, avec le mouvement des Gilets jaunes. On avait déjà eu un peu avant les Gilets jaunes, sur les années 2016-2017, notamment lors de manifestations du 1er mai, des dizaines d'interpellations. Mais les interpellations massives, c'est vraiment avec les Gilets jaunes, à partir de décembre 2018. Et finalement, cette technique-là, vu qu'elle n'est pas sanctionnée parce que la justice accepte, et quand je dis la justice, c'est le parquet, accepte ça sans y mettre un terme, eh bien, la police se dit, j'ai la bride sur le cou, je peux y aller, personne ne m'en empêche.
Et donc finalement, c'est devenu acceptable par quasiment tout le monde de se dire qu'on peut interpeller massivement des personnes. Donc voilà, la justice intervient parce que légalement, lorsqu'une personne est privée de sa liberté, eh bien, le procureur en est informé. Et que le procureur soit informé de cette privation de liberté, c'est pas pour faire plaisir, c'est pas du décorum. C'est parce que le procureur est à ce stade-là le seul magistrat qui est capable d'examiner s'il y a une privation de liberté abusive ou pas. Et nous affirmons, nous constatons que le parquet ne joue pas son rôle à ce stade-là, parce qu'il accepte ces privations de liberté, il n'y met pas un terme. Et même au contraire, l'ancien procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, qui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, avait donné une instruction à ses troupes, au substitut du procureur de la République de Paris, pour leur dire de garder à vue les manifestants jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin, pour éviter que ces personnes ne rejoignent ce qu'il appelait les rangs des fauteurs de troupes, c'est-à-dire en réalité des manifestations. Donc on a une politique instituée, acceptée, de violation de la loi, où finalement on accepte que des personnes soient privées de liberté à tort avec l'onction du parquet et sans aucun contrôle in fine par un juge indépendant qui soit un juge du siège. Voilà, ça c'est la partie interpellation. Ensuite, on a la partie jugement. Et donc, on a l'utilisation de la comparution immédiate. Comparution immédiate qui est une procédure judiciaire d'exception, qui est l'une des grandes pourvoyeuses de détenus dans notre pays de manière générale, qui est une procédure qui envoie en prison énormément de gens, qui contribue à la surpopulation carcérale, parce que lorsqu'on passe en comparution immédiate, eh bien, le risque de détention est grandement accru par rapport à une procédure normale. Et donc, on a fait le choix d'utiliser la comparution immédiate pour juger des manifestants. Je pense que ça répondait à un désir de mise en spectacle de la répression, de médiatisation de la répression. Parce que la comparution immédiate a lieu souvent 2 jours, parfois 3, après la manifestation. Et donc, ça rend visible, de façon très concrète, devant les médias qui peuvent assister aux comparations immédiates, ça rend visible la répression. Donc, on va se dire, OK, il y a une comparution immédiate, c'est bien que l'État réagit. Donc, il y a ce désir de réaction, ce désir de mise en scène, à un point tel que, pendant les Gilets jaunes, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, s'est rendue elle-même au tribunal de Paris pour annoncer le nombre de comparutions immédiates. Donc, on voit bien l'instrumentalisation, la mise en spectacle de la réponse pénale telle qu'elle est utilisée par le gouvernement. Ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, on utilise en fait pour une bonne partie des mesures qui sont entrées dans le droit commun suite à l'état d'urgence pour réprimer toute forme de contestation. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, on a des mesures qui sont antiterroristes qui vont servir en fait à être appliquées à la fois des manifestants ou même des militants écologistes. Alors, j'ai donné un exemple avec la loi 2001 adoptée juste après le 11 septembre 2001. Donc, loi antiterroriste utilisée pour les fouilles de sacs, de véhicules, etc. On pourrait parler aussi de la loi sur l'état d'urgence de 1955, qui, à l'époque, n'est pas au sens strict une loi antiterroriste, parce que la notion de terrorisme n'existe pas à l'époque en droit français. Néanmoins, la loi de 1955, elle est adoptée pendant la guerre d'Algérie pour mater les indépendantistes algériens. Le pouvoir, à l'époque de la 4e République, souhaite pouvoir réprimer les militants qui se battent pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc, ils inventent cette loi, qui est la loi sur l'état d'urgence, qui donne des pouvoirs absolument considérables à la police, au ministère de l'Intérieur et au préfet pour parfois priver de liberté ou perquisitionner des gens ou interdire des manifestations. Non pas parce que des personnes auraient commis une infraction pénale, mais parce que ces personnes pourraient à l'avenir être dangereuses. Donc il y a un renversement total de la manière d'appréhender les illégalismes qui consiste à dire on ne vous punit pas parce que vous avez fait quelque chose d'interdit, mais on va vous empêcher à l'avenir de commettre quelque chose d'interdit parce que vous êtes dangereux. Et pendant la guerre d'Algérie, dans cette logique-là, je tiens à rappeler que 14 avocats ont été enfermés dans un camp pendant quasiment 2 ans parce qu'ils avaient fait le choix de défendre des militants du FLN. Donc, ces dispositifs légaux sont extrêmement dangereux. Et l'histoire devrait nous vacciner, nous empêcher de recourir à l'avenir à ce genre de dispositif. Pourtant, au soir du 13 novembre 2015, au soir des attentats, le président de la République, François Hollande, a décidé de recourir à l'état d'urgence de 1955. L'état d'urgence sera décrété
ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Et moi, je pense que ce choix-là est un choix politique absolument contestable et extrêmement grave. Extrêmement grave. Et je pense que François Hollande ne devait pas, même le soir du 13 novembre, recourir à l'état d'urgence de 1955. Nous l'avons affirmé à l'époque et nous n'avons pas été nombreux à le dire. Ça peut se comprendre parce qu'il y avait un état de sidération. Le pays entier était sous le choc et c'est parfaitement légitime. Je veux dire, il y a eu 132 morts dans ces attentats. C'est absolument légitime et compréhensible que la société souhaite une réaction. Mais c'est précisément dans ces situations-là, qui sont les situations les plus graves, qu'on est capable de mesurer si un état de droit est solide. Et le recours à des mesures d'exception, qui sont à l'époque des mesures d'affichage, qui permettent de dire « Regardez, nous faisons quelque chose » face à des attentats qui n'ont pas pu être empêchés ou qui n'ont pas pu être compris, où on n'a pas pu comprendre les raisons pour lesquelles des jeunes qui sont issus de nos sociétés européennes ont pu commettre cela. L'affichage d'une répression à outrance est quelque chose qui peut avoir pour effet de rassurer. Mais alors, quelles sont les conséquences Les conséquences concrètes. de ces mesures d'exception Novembre 2015, les conséquences très concrètes, c'est qu'au nom de l'état d'urgence, des manifestations contre la COP21, des manifestations pour le climat contre la COP21 ont été interdites. Des militants écologistes ont été perquisitionnés, des militants écologistes ont été assignés à résidence, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de leur domicile pendant la nuit et devaient pointer plusieurs fois par jour au commissariat. Ce sont des mesures extrêmement intrusives pour des personnes qui n'avaient commis aucune infraction pénale, qui n'avaient rien fait d'illégal. Il faut bien voir qu'on est passé avec ce recours à l'état d'urgence le soir du 13 novembre dans un régime dans lequel on peut tout d'un coup priver de liberté des gens ou contraindre des personnes, des citoyens de ce pays, alors qu'elles n'ont rien fait d'illégal. Et cela, il faut pouvoir le dire, le marteler haut et fort, parce que c'est pas acceptable dans un état de droit. Donc voilà, on s'est habitué à ça. En 2017, on a mis l'état d'urgence dans le droit commun. Enfin, c'est une des premières lois qui est passée sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est la normalisation de l'état d'urgence et on finit par s'habituer à tout ça. Et donc, on a un certain nombre de dispositifs législatifs qui permettent, il y a tout un panel, tout un arsenal qui permettent de réprimer les opposants politiques, soit dans les manifestations ou pas que dans les manifestations d'ailleurs. Alors, quelles sont pour vous les conséquences justement de tout ça aujourd'hui ? Du fait que des mesures d'état d'urgence soient rentrées dans le droit commun, qu'est-ce que ça dit de notre société et qu'est-ce que ça dit de la capacité justement à pouvoir s'exprimer, enfin à exprimer aussi des oppositions politiques ? Les conséquences, c'est que d'un point de vue politique, on est sur une pente autoritaire et qu'on accepte, que la société accepte cela, parce qu'il n'y a pas de révolte. Les gens ne se révoltent pas malheureusement, contre cet état de fait. Et de façon très concrète, ça peut dissuader des gens d'exercer leur liberté politique. C'est-à-dire que sur la question des manifestations, la répression judiciaire des manifestations a pu dissuader des personnes à l'avenir de se rendre en manifestation. Mais la répression policière aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes peuvent renoncer à exercer une liberté fondamentale de dire au pouvoir ce qu'ils ont à lui dire en manifestant, en raison de la peur, qui est une peur réelle, de perdre un œil ou une main dans une manifestation, mais aussi la peur de se retrouver en garde à vue, voire même de passer en comparution immédiate, voire même d'être emprisonné à tort, comme j'ai pu le voir. Donc cette crainte-là, elle est réelle, elle est établie par des faits, par des exemples, et elle est parfaitement compréhensible. Donc soit on accepte de vivre dans une société dans laquelle on gouverne par la peur, par la répression, soit à un moment donné on dit stop, on se soulève et on affirme et on dit à ce pouvoir-là que c'est un pouvoir qui ne respecte pas les droits fondamentaux, qui méprise la liberté des citoyens et qui ne veut pas entendre d'opposition et de discours qui puissent contredire ce qu'il a à dire. Alors justement, après avoir qualifié certains militants écologistes d'éco-terroristes, Gérald Darmanin a dénoncé donc dans le JDD le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Comment est-ce que vous prenez l'utilisation de ce mot, vous qui justement avez défendu des personnes accusées de terrorisme ? On est dans une situation dans laquelle les mots n'ont plus aucun sens.
C'est-à-dire que si le ministre de l'Intérieur peut utiliser ces termes-là, alors qu'il n'en comprend pas la définition, c'est pour mépriser des opposants politiques, pour les disqualifier, pour les traiter non pas en adversaires légitimes d'un débat démocratique qui peut avoir lieu, mais en les traitant en ennemis. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que l'adversaire, dans le cadre d'un débat démocratique, est quelqu'un à qui on reconnaît des droits, notamment le droit à la parole. L'ennemi est celui qu'on va priver de droits. Il est tellement en dehors de la société qu'il n'a juste pas le droit à la parole. Mais donc là, on a un homme, M. Darmanin, qui ne sait pas de quoi il parle, ou alors il le sait très bien, et dans ce cas-là, c'est encore plus grave, parce que le terrorisme a une définition juridique qui est contestable et que je conteste dans le livre, parce que juridiquement, le terrorisme est quelque chose qui est quand même assez flou, qui permet à la justice, malheureusement, de s'attaquer aussi à des personnes et de qualifier des personnes de terroristes alors qu'on ne devrait pas le faire. Je pense par exemple à certains militants dits par le pouvoir d'ultra-gauche qui sont accusés de terrorisme, à l'affaire Tarnac il y a une quinzaine d'années, aux militants kurdes qui sont accusés de terrorisme, alors que je pense que cette qualification-là n'a aucun sens. C'est-à-dire que la qualification de terrorisme... Oui, aux militants écologistes aussi qui sont fichés S, par exemple. Voilà, alors la fiche S, c'est un peu différent parce que la fiche S, c'est pas exactement quelque chose de lié au terrorisme. C'est quelque chose qui va impliquer l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc la notion de terrorisme elle peut intervenir, mais c'est pas le critère principal. Donc si on veut être un tout petit peu précis. Mais donc voilà, ces notions d'écoterrorisme, de terrorisme intellectuel qui n'ont aucune substance juridique servent uniquement à disqualifier des adversaires politiques pour leur dénier un droit à la parole et leur dénier la légitimité de leur prise de parole dans l'espace public. Et c'est révélateur d'un grand danger aussi. C'est-à-dire que si on a un ministre de l'Intérieur comme M. Darmanin qui commence à disqualifier ainsi ses adversaires politiques, c'est que la société ne va pas bien. C'est que le pouvoir ne va pas bien et le pouvoir ne sent qu'il ne peut tenir qu'en méprisant, qu'en réprimant ses adversaires politiques et qu'il est absolument incapable d'écouter une opposition malgré les discours qu'il peut avoir sur la liberté d'expression. Alors justement, on observe quand même depuis quelques années une sorte d'escalade dans la répression des militants écologistes. Est-ce que pour vous, l'annonce de Gérald Darmanin de vouloir dissoudre les soulèvements de la Terre, c'est finalement qu'une continuité de ça ? Oui. Il faut bien voir que les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement, une coalition d'un grand nombre de personnes et d'organisations. C'est pas quelque chose qui peut se dissoudre. Mais on voit qu'il utilise une loi qui est la loi séparatisme d'août 2021, qui a été adoptée malgré des oppositions, mais pas assez fortes, parce que cette loi a été présentée et vendue à l'opinion publique comme une loi visant à s'en prendre aux musulmans ou à l'islam radical. Et donc, finalement, il n'y avait personne pour défendre, ou quasiment personne pour défendre les droits de nos concitoyens de confession musulmane, des Français de confession musulmane. On s'est dit, mais de toute façon, c'est pas grave, ils peuvent s'en prendre aux musulmans, on laisse passer cette loi, etc. Mais on voit bien que la logique de la dissolution est utilisée par ce gouvernement depuis quelques années pour s'en prendre à des opposants. Tout d'abord avec le comité contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui a été dissous par le gouvernement, et notamment par M. Darmanin, après l'assassinat horrible de Samuel Paty. Et donc, le gouvernement a instrumentalisé l'assassinat de Samuel Paty aux fins de dissoudre une organisation qui défendait les droits des Français de confession musulmane, de personnes qui s'estimaient victimes de discrimination. C'est-à-dire qu'on est dans une situation dans laquelle ce gouvernement s'attaque à des organisations de défense des droits fondamentaux. Le CCIF à l'époque, aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme, comme on le voit avec les déclarations de M. Darmanin. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Donc, finalement, Darmanin, il s'est dit « Ah, ben, je peux dissoudre le CCIF, il n'y a pas de réaction ». Et à chaque fois, il va un peu plus loin. Il tente de dissoudre la GAL, qui est un mouvement antifasciste lyonnais. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une situation dans laquelle on s'en prend à des mouvements qui luttent contre le fascisme. Ce qui est quand même assez grave. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est parfaitement légitime. Et heureusement que dans ce pays, il y a des militants et des militantes qui s'organisent pour lutter contre le fascisme. Et dans le cadre de mouvements antifa, c'est quand même la moindre des choses, quoi. Ce mouvement qui a été dissous par Darmanin, heureusement, ils ont gagné en justice. Dans le Conseil d'État, finalement, ils sont pas dissous, et heureusement. Mais on voit bien que Darmanin essaye de manier l'arme de la dissolution
avec cet outil qui lui a été donné par la loi séparatisme d'août 2021, et il essaye toujours d'aller plus loin. Donc là, il y a un mouvement, une coalition de mouvements qui s'appelle les Soulèvements de la Terre, qui se battent sur les questions écolo et qui, effectivement, ont réussi à fédérer un grand nombre de mouvements de personnalités autour de la défense des terres, de la défense de problématiques environnementales, de lutte contre des grands projets, de lutte contre la destruction du vivant, l'artificialisation des sols. Et ce mouvement fonctionne. C'est-à-dire qu'ils arrivent à obtenir, à se battre et à fédérer autour de la question écolo. Donc c'est absolument capital. Et donc ça déplaît à M. Darmanin. Donc il se dit, OK, on va les dissoudre. Mais alors justement, comment est-ce que aujourd'hui les soulèvements de la terre peuvent se défendre sur le terrain juridique face à cette menace de dissolution ? Ils se défendent sur le terrain juridique en affirmant que ce qui est invoqué par le ministère de l'Intérieur pour leur dissolution est injustifié. Mais il faut bien voir qu'on est dans une problématique de liberté d'expression, notamment de liberté d'expression. Parce que ce qu'on va reprocher au soulèvement de la terre, parce que ce sont les termes de la loi séparatisme, le fait de provoquer à des agissements violents contre les personnes ou les biens. La provocation je suis désolé d'être un tout petit peu technique, mais c'est quelque chose qui a trait à la liberté d'expression. C'est le fait de punir l'incitation à commettre quelque chose. C'est un discours qu'on vise. C'est le discours qui, soi-disant, incite. Donc il y a dans notre droit, et c'est la loi de 1880 sur la liberté de la presse, c'est un peu technique, mais c'est absolument capital, parce que ces gens-là, comme M. Darmanin, prétendent agir au nom des valeurs de la République. Or, la loi de 1880, comme disait Léon Blum, c'est l'une des grandes lois républicaines de la République. Et c'est une loi qui protège la liberté d'expression de tout le monde, et pas seulement des journalistes. C'est-à-dire que vous êtes protégé en tant que journaliste par la loi de 1881, mais moi aussi, alors que je ne le suis pas. C'est une loi qui protège la liberté d'expression et qui a été attaquée, par exemple, à la fin du 19e siècle, avec les lois scélérates qui visaient les militants anarchistes. Et donc, cette loi punit, par exemple, l'apologie de certaines infractions ou la provocation à commettre certaines infractions. C'est-à-dire que si je fais l'apologie du vol et que je dis c'est très bien de voler, notamment quand on est dans le besoin, ou c'est très bien de voler pour prendre aux riches et donner aux pauvres, eh bien dans ce cas-là, ce sera une infraction pénale constitutive d'apologie de l'infraction de vol. Et à l'époque, Léon Blum, Jean Jaurès s'étaient opposés à cette infraction, à raison, en disant ça va porter atteinte à la liberté d'expression et à une liberté d'expression politique. Et on voit aujourd'hui, avec les dissolutions, la loi séparatiste, qu'on est dans cette même logique. C'est-à-dire qu'on va reprocher au soulèvement de la terre de faire l'apologie de la dégradation de certains biens. Pourtant, moi, je considère que dans certaines situations, je ne parle pas des soulèvements de la terre, là, je parle de moi, je pense que dans certaines situations, l'apologie de la dégradation de biens matériels est parfois justifiée. Mais face à l'urgence écologique. Face notamment à l'urgence écologique. Mais quand on parle d'une militante Femen, par exemple, qui, il y a quelques années, a planté un pieu dans la statue de cire de Vladimir Poutine au musée Grévin, on est, moi je le pense, dans une logique qui consiste à s'en prendre à des biens matériels avec un but politique. Et donc, qui peut apparaître, certes, illégal, mais peut-être légitime. Dans ce cas-là, enfin, illégal pour la justice. On a les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron qui s'en prennent à un bien matériel, le portrait du président de la République, dans un but qui est celui d'alerter sur l'urgence climatique. Donc, on voit bien que la question des atteintes aux biens peut parfois apparaître comme légitime. Illégal, peut-être, dans certaines situations, et encore pas toujours, parce que des tribunaux commencent à accepter l'idée que certaines atteintes aux biens puissent être légitimes, puissent être justifiées, mais elles sont aussi légitimes dans le cadre d'une action, d'un mouvement politique. On peut parler des militants anti-pub qui barbouillent des affiches publicitaires à un moment donné. On peut aussi considérer que ce type d'action est légitime. Détruire des panneaux publicitaires qui, par exemple, consomment de l'électricité parce qu'il y a de plus en plus de panneaux publicitaires qui sont lumineux, etc., y compris dans le métro ou avec des vidéos, ça peut paraître légitime au regard de l'urgence climatique et de la nécessité de la sobriété énergétique. Donc, la question des atteintes aux biens peut parfois apparaître comme une question légitime. Et donc, c'est ce que vous allez vous défendre dans Alors, sur les soulèvements de la terre, sur les soulèvements de la terre. Non, sur les soulèvements de la terre, ce que nous disons, c'est que les conditions légales de la loi séparatiste ne sont pas réunies. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur ne démontre pas qu'il y a des provocations aux atteintes aux biens ou aux personnes. Sachant que l'apologie, je suis désolé, je suis un peu technique, mais l'apologie,
C'est-à-dire le fait de présenter sous un jour favorable certaines infractions pénales n'est pas un critère permettant de dissoudre une association ou un groupement. La seule chose qui, en l'état de la loi, et la loi, nous la combattons, la seule chose qui, en l'état de la loi, permet de dissoudre, c'est le fait de provoquer quelqu'un à commettre des infractions pénales. Et cette provocation, c'est un discours qui doit être très clair, qui doit dire clairement « je vous demande de commettre une atteinte aux biens ou une atteinte aux personnes ». Un exemple absolument connu dans l'histoire de notre pays, c'est l'appel de Charles Maurras à tuer Léon Blum. Donc, on sait que Charles Maurras est un antisémite d'extrême droite qui détestait Blum, et donc il avait dit qu'il fallait tuer Blum. En plus, il avait tenu des propos évidemment antisémites à son endroit. Il a été heureusement condamné pour provocation à l'assassinat de Léon Blum. Mais là, il avait dit très clairement qu'il fallait le tuer. On voit cette logique. Voilà ce que punit la provocation à, pour protéger à l'époque, heureusement, quelqu'un comme Léon Blum, mais pas que d'ailleurs. Mais là, on est dans une situation qui n'a strictement rien à voir. Et donc, on voit bien que le gouvernement, en s'attaquant au soulèvement de la Terre, s'attaque à la liberté d'expression. Il s'attaque à un discours. Parce que ce qu'on reproche au soulèvement de la Terre, c'est avant tout un discours, des propos. Et ça, c'est pas acceptable dans un État de droit. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'ils ne peuvent pas être dissous. Alors, pour terminer, vous avez dit dans une interview à Politis, je constate que le combat pour les libertés individuelles est un échec depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour vous pour que ce combat, justement, remporte des victoires ? Comment est-ce qu'on pourrait inverser la tendance actuelle ? Je pense qu'il faut se débarrasser de ce gouvernement. Comment ? Je ne sais pas. Mais il faut s'en débarrasser. Il y a un combat à mener. Il faut convaincre, il faut démontrer. Mais je pense que finalement, ce qui va susciter le plus de révolte de la part de la population, c'est le fait que la population soit victime de cette répression. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui soit sont victimes de violences en manifestation, soit d'interpellations arbitraires, ou ont des proches qui sont victimes de cette répression. Donc plus il y aura de gens victimes de cette répression, plus il y aura de gens pour se soulever contre ce gouvernement, contre sa police et contre les lois aussi qui permettent et autorisent cette répression-là. Et donc, du coup, ça veut dire d'imaginer un nouveau gouvernement qui pourrait modifier les lois actuelles qui permettent cette répression Alors, d'État. attendez, c'est pas la seule chose. Je veux dire, il faut que le mouvement social se saisisse de ces questions, et heureusement, une partie du mouvement social s'en saisit, que les personnes victimes de cette répression s'organisent comme ils le font dans certains cas. Depuis plusieurs années, nous voyons de façon ponctuelle sur des situations où, par exemple, souvent des mineurs, des lycéens, sont emprisonnés en masse, comme par exemple à l'époque du lycée Arago en 2018, ou plus récemment avec des mineurs qui sont interpellés dans les manifestations. Il y a des collectifs de parents qui s'organisent pour lutter, produire un discours, combattre la répression. On a des syndicats ou des groupements non organisés qui s'organisent contre la répression, et heureusement. Donc moi, je pense qu'il y a, oui, un problème au niveau du gouvernement, un problème au niveau des institutions autoritaires de la Ve République, un problème au niveau judiciaire aussi, sur l'organisation de la justice, sur la connivence un peu trop grande, à mon avis, entre le ministère public et les juges du siège. Il y a un grand nombre de choses à faire. Des lois qui donnent trop de pouvoir à la police. Donc, il faut agir à tous les niveaux, c'est-à-dire le mouvement social, organisé ou pas organisé, en syndicat, en association ou pas, mais en parti politique aussi. Les lois, enfin, il faut s'attaquer à des lois pour donner moins de pouvoir à la police et à la justice. Il y a un changement de gouvernement qui est évident, mais ce que je veux dire, c'est un ensemble de choses. Et il y a aussi un discours à produire, comme vous me le permettez aujourd'hui, d'une certaine manière. Un discours à produire sur ces questions des libertés, qui est capital. Merci beaucoup, Raphaël Guem. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair sur la situation. Pour aller plus loin, dans quelques semaines, vous pourrez retrouver un sujet que je prépare en ce moment sur la criminalisation des militants écologistes. Comme d'habitude, je vous mets plusieurs liens en description pour creuser tous les sujets évoqués dans cet entretien. Nous avons besoin de vous pour impacter le débat public. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum, de la commenter, de la liker, pour qu'elle se fasse une place dans la guerre des algorithmes. Je le rappelle, Blast est un média indépendant qui ne dépend que de vos dons et vos abonnements. Alors prenez s'il vous plaît un moment pour nous soutenir sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.